Bienvenue. Tout d'abord, merci au Hussard qui m'a inspiré cette vidéo au travers des siennes. Je l'ai découvert via Modin Malin, et si je vous parle de ces deux-là, vous vous doutez bien que je vais parler de littérature. C'est l'un des trois arts principaux selon moi avec le dessin, la peinture et la musique. Les Virginie ménopausées qui ne lisent que du Balzac et du Dumas parce que les mangas c'est de la merde, restez je vous prie. Non, revenez, je vous jure, ça va être... alors ça va pas vous faire plaisir mais ça va vous parler. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pareil pour les sacs à foutre qui ne lisent ou regardent que des mangas parce que Jules Verne c'est trop vieux, quoique pour vous, j'ai moins d'espoir quant à votre compréhension de cette vidéo. Ma foi, pourriez-vous peut-être me donner tort. Après tout, la plèbe pense qu'Eren n'est qu'un personnage mal foutu, n'est-ce pas? Quel con va! Aujourd'hui, je vais parler autant de Chesterton que de Gege Akutami, parce que lire c'est important. Mais ça l'est parce que c'est proprement inutile. Ça ne va pas vous faire réussir vos études, ni vous réconforter dans votre vie merdique avec une femme que vous n'aimez pas. Toutefois, cela éveille votre âme. Ça la fait s'emporter, pleurer, rire, et quelquefois même la transforme. Pour finir cet exorde, cette vidéo ne sera pas aussi calme que les autres, parce que là, c'est moi. Et je ne suis pas aussi calme que votre mère quand elle vient vous récupérer au commissariat. Bien, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêt à écouter un dégénéré qui lit du George Orwell avec du JoJo's Bizarre Adventure dans les oreilles, et qui s'apprête à défendre une partie de cette affreuse modernité avec l'ancien temps supposé dépassé. Commençons par l'argument de la violence. Qui n'a jamais entendu les mangas, c'est violent? Oh ta gueule. Bravo fils de pute. Et du coup, Tintin qui lutte contre des trafiquants, Winston qui se fait littéralement briser, ou les Indiens d'Amérique qui assaillissent un train dont certains qui passent sous ses roues, c'est gentil peut-être. J'en ai lu et vu des mangas violents. L'attaque des titans avec des milliers de personnes qui se font bouffer, le protagoniste aux allures d'antagoniste, Jojo avec ses combats mythiques, Jujutsu Kaisen et bien d'autres où la violence n'était pas forcément envers autrui. Mais le livre le plus violent que j'ai lu à ce jour et de loin, c'est La France Orange Mécanique de Laurent Oberton. Nous avons le luxe de fermer nos yeux, mais pas notre imaginaire. Et ce simple livre, qui ne fait que relater la réalité, est encore aujourd'hui le seul à m'avoir glacé le sang. Oui, c'est violent quand Sukuna moleste Megumi comme s'il était Adrien Quatennens avec sa femme, mais quand Jonathan enlace avec tendresse la tête de Dio en abandonnant sa femme enceinte. Ça l'est toujours? Et là, je ne parle que des gros, en me restreignant sur Jojo parce que j'ai lu. Rien que pour la violence, je pourrais vous citer des noms de mangas que vous n'avez jamais entendus de toute votre existence de petits merdeux éduqués à Netflix. La violence fait partie intégrante de nos vies, que vous le vouliez ou non. Quand nous nous battions avec nos frères, quand nous blessions nos parents avec de simples mots, quand vous voyez un SDF avec un œil boursouflé comme si Mike Tyson était passé dans votre rue, vous voyez de la violence. Mais celle-là, ça va, parce qu'elle est réelle, c'est ça? La violence est réelle, justement, et la bannir, c'est bannir une partie de la réalité. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus, n'est-ce pas? Voilà une phrase de Descartes qui sied à merveille à ce que je lis, avec une passion dévorante. Mais pour le comprendre, je vous invite à lire et ou regarder JoJo's Bizarre Adventure, notamment, ou l'Attaque des Titans, où la violence n'est que le chemin qu'emprunte le protagoniste par amour pour ses amis ou sa famille. Je m'excuse en retard, mais je parlerai sans doute beaucoup de Jojo, parce que ce putain de manga qui te donne autant envie de faire de la muscu que le Raptor ou Papacito contient tout. Même un poteau électrique te fait penser à Jojo. Par ailleurs, cette œuvre, avec sa partie 7, est un très bon moyen d'apprécier le GOAT qu'est Funny Valentine, parce que ce mec, c'est le patriote. Et le sentiment de patriotisme commence à disparaître comme la peau de Jeanne d'Arc sur le bûcher. Il faudrait un peu plus de ce genre de personnage dans la littérature moderne, à mon avis. Dévions vers la littérature dite classique avant de terminer les mangas, parce que forcément, il y en a de la merde là-dedans. Tout n'est pas tout beau tout rose, je vous rassure. Si voir une page remplie d'à peine quelques centaines de mots écrits en polysuite vous fait fermer un livre, sachez que vous avez environ le quotient intellectuel d'une huître, en plus d'avoir le même courage qu'un puceau qui n'ose pas parler à sa voisine de classe au collège. Parce que c'est un nerd qui vous le dit, vous passez à côté de quelque chose. Tout type de livre confondu, et je dis bien tout type, ce que j'ai pris le plus plaisir à lire, c'est Chesterton. Dès que j'avais une minute, que dis-je, une dizaine de secondes même, je sortais orthodoxie ou hérétique. En vacances avec la famille, le soir dans mon lit, le matin au petit-déj, dans le train, en cours et même dans les chiottes, je le lisais et je le dévorais. Ce mec est l'expression même de ce que je pense être un paradoxe ambulant. Mais il l'est avec un verbe remarquable et dont je ne serais sans doute jamais capable. À titre d'exemple,
Chesterton a réussi à comparer Nietzsche, qu'il exècre, avec Jeanne d'Arc, qu'il semble admirer, pour le détruire. Oui, c'est ça. Cette obèse alcoolique à la plume aussi tonitruante que plaisante m'a aidé à mettre des mots sur de nombreux constats que je faisais de la modernité, mais qui étaient brouillons. Imaginez juste que le mec se faisait appeler le prince du paradoxe. C'est un surnom de méchant dans un animé, ça je reconnais. Il avait compris, à une époque où le dogme religieux avait encore sa place et le bon sens avec, que le paradoxe était une arme à part entière contre l'enseignement moderne. Lui aussi, il trouvait plus charmant un étendard bleu-blanc-rouge plutôt que violet. Alors c'est sûr, il n'a pas la même répartie que Dante ou Papacito, mais je vous assure que c'est du gratin. Et en plus d'utiliser plus de mots français dans ses livres que des dealers vivant en France depuis 15 ans, il avait un immense respect pour la France. Ce que très peu ont, alors que lui n'était pas français. Si vous devez découvrir Chesterton, je vous conseille la vidéo de Modin Malin, où on peut comprendre qu'il avait peut-être moins d'ISO 2 yeux, mais qu'il voyait clairement le futur. Mais la meilleure pub que je peux faire pour mon auteur préféré, c'est de vous dire d'acheter ses livres. J'en ai d'autres à découvrir et je me demande qu'est-ce qu'il a pu pondre comme merveille ou comme merde. Mais en livre bien chiant, et même pour les vieux, j'en ai qui feraient s'endormir un enfant hyperactif. Enfin, je dis ça mais ça ne concerne que ceux qui n'ont pas un bon palais littéraire. Le Prince de Machiavel, les Géorgiques de Virgile et Émile ou de l'éducation de Rousseau sont des joyaux de la littérature encore aujourd'hui. Alors c'est sûr, ce sont juste des tutos comment gouverner ou éduquer ou j'aime les paysans qui nous font du bon miel. Mais surtout, pour le premier, ça nous montre qu'est-ce que le vrai amour. Parce que Virgile, c'est un amoureux de la terre. Et s'il m'a pas fait chier, c'est parce que je le comprends là-dessus. Les paysans pour moi, c'est des giga-tchad. Les mecs se tuent le corps à faire tourner leur pays, et pourtant, il y avait des paysans sous Auguste, et il y en a encore sous Macron. Bon, la seule différence, c'est la qualité de leurs dirigeants, vous en conviendrez. Machiavel, lui, il nous explique grosso modo comment gouverner et pourquoi les autres méthodes fonctionnent pas. Tout simplement, mais ce qu'il dit fait tellement sens que tu finis par penser plus con que l'abruti de la taverne en 1500. Et surtout, quand il décrit parfaitement ce qu'il se passe dans le monde occidental avec les migrants, sauf qu'aujourd'hui, c'est de l'humanisme, de la charité et du vivre ensemble, bah chez lui, c'est une méthode d'invasion. Du coup, je sais plus qui croire entre un Tchad qui a compris que pour pouvoir être gentil fallait être méchant, ou Mélenchon qui pense qu'on sera tous créolisés, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Parce que oui, et c'est d'ailleurs le sens du mot machiavélique, qui rejoint la citation de Descartes par ailleurs, il faut savoir ne pas s'éloigner du bien, si nous le pouvons, mais savoir entrer au mal s'il y a nécessité. Ce qui me conforte dans mon idée que le gentil n'est que le fort. Exemple avec un manga, Jojo encore, sinon je vais spoil l'attaque des titans, mais Giorno qui veut lutter contre le trafic de drogue de la mafia italienne dans les années 2000. Vous croyez qu'il va faire quoi? Chasser des dealers? Voler le shit pour le détruire? Collaborer avec des flics corrompus? Non, non, bien mieux que ça. Il va devenir le parrain de cette mafia. Et comment? En tuant tous ceux qui sont aux ordres du parrain, et le parrain avec. Parce qu'il y a des fois où quand tu veux rendre service, quand tu veux protéger, tu dois te salir. Quitte à passer pour la plus grande des sous-merdes, il faut savoir se mettre en arrière et faire passer sa volonté au premier plan. Et concernant la France, elle est faible, justement. Avec les parasites macontières, la gauche plus violente que jamais, les terroristes qui sont excusés, les truands qui sont des victimes et les agressés des agresseurs, et avec de surcroît, de grands malades dont il ne faudrait pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Elle est faible, de ses orteils jusqu'aux cheveux. Et le seul moyen de redresser ça, c'est qu'un méchant arrive au pouvoir, et je dis bien et, pas puis, que la France périphérique se réveille et devienne méchante. Parce que là, on ne peut plus. On doit. Et ce principe du fort qui est gentil, on le retrouve chez Rousseau. Puisque selon lui, la ville avilit justement. Putain, je suis tellement drôle que je vais finir dans le casting d'Alad 3, mais si je suis pas extra-européen. Mais bien que ces livres soient selon moi des pépites, il ne faut pas oublier que Rousseau a jeté ses enfants aux enfants trouvés. Virgile n'a jamais été paysan, et Machiavel n'a jamais eu le cul posé sur un trône. Ça n'est que l'analyse froide de la capacité à gouverner et à éduquer chez l'homme, et l'amour de la terre d'un homme qui n'a que vu et jamais vécu. Toutefois, c'est cette froideur d'un côté et cet amour passionnel de l'autre qui m'ont fait apprécier ces trois œuvres. J'ai beau me réclamer philosophe et scientifique, mais je n'en reste pas moins une brute à la recherche de romantisme. Ce romantisme, c'est d'ailleurs ce qui marque la fin de mon seul livre de Jules Verne. Je vais en lire d'autres, ne vous inquiétez pas, j'en ai une vingtaine en réserve. Le tour du monde en 80 jours. L'histoire est écrite d'une manière étonnante. L'intrigue est en soi à chier. Prouver qu'on peut faire le tour du monde en 80 jours, même Geoffroy de la Gannerie est plus intéressant. Mais tout ce qu'il y a autour, tant ce qu'il se passe pendant le voyage que la façon dont c'est décrit, rend l'histoire
tout bonnement charmante. Il y a quelque chose chez Verne qui rend son histoire réellement envoûtante. On ne lit plus, on vit le livre. C'est à ça que je reconnais les bonnes histoires. Si je la vis dans ma tête, c'est qu'elle est bonne et de surcroît bien écrite. Et un livre bien écrit, j'en ai encore un. Il y a La ferme des animaux qu'un ami m'a conseillé d'ailleurs. Mais parlons de son auteur, Eric Blair, ou plutôt George Orwell. Oui, son nom paraît plus français que nos chances pour la France, mais il est bien britannique. A pondu une merveille effrayante. Mais elle l'est parce que le temps en a fait son affaire. À sa parution au milieu du XXe siècle, 1984, c'était un roman dystopique. Aujourd'hui, il y a pas mal de similitudes avec la réalité. Cependant, ce qui est attrayant chez Orwell surtout, c'est sa plume. Il nous fait vivre les joies, la peine, les désirs et la terreur de Winston. Quand je m'imaginais les personnages, Goldstein et Big Brother avaient tous les deux la même tête. Et au moment où Charrington entre dans la chambre à l'étage avec la Mantopolis, j'ai compris qu'Orwell, il avait pas le même intellect que Maître Gims. Le sujet du livre est à quel point l'homme est une créature malléable via contrôle des pensées. Mais précisément, il entre dans ta pensée au travers du livre. Il a réussi à me faire m'imaginer le Christ et l'Antéchrist comme ayant le même visage. Précisément parce que dans son histoire, Goldstein n'existe pas. Il est une création de Big Brother à son image. J'ai vraiment hâte de le découvrir plus amplement parce qu'il n'a pas volé son succès. En bref, pour terminer sur la littérature classique, ne pas s'y intéresser, c'est ne pas ouvrir une porte vers un monde merveilleux. Et se contenter d'y rester, sans ouvrir d'autres portes, c'est se condamner à rester dans un monde qui ne s'étend presque plus. Je pense sincèrement d'ailleurs prendre plus de plaisir en tant que nerd à lire Chesterton ou Orwell que les lecteurs de Platon et de Zola qui découvrent 1984. Avant de conclure, revenons donc sur les mangas. Je les défendrai d'abord pour les attaquer ensuite. Je préfère prendre plutôt que rendre à César. Simple choix personnel. Certains disent que les mangas rendent abrutis, d'autres que ça ne vaudra jamais un Verne ou un Tolkien. Mais laissez-moi vous dire le contraire. Mon préféré dans les mangas se nomme Death Note. Aucun combat, à tel point que la seule confrontation physique est un match de tennis. Juste de la pure réflexion, vraiment. Comment la mettre à l'envers à l'autre? Ne serait-ce que comprendre demande d'être moyen. Anticiper le génie de Light ou de L n'est réservé qu'aux auteurs eux-mêmes. Et puis, ce manga, il nous fait poser quelques questions, dont la principale, qui est le réel anti-héros? L parce qu'il veut arrêter Kira, l'autre identité de Light, ou Light parce qu'il tue des criminels. D'un côté, nous avons un détective qui cherche ardemment un meurtrier, et de l'autre, un jeune lycéen qui tue des criminels pour rendre le monde meilleur. Tuer, moralement, c'est mal, on est tous d'accord. Mais qu'en est-il des criminels? Ils sont censés avoir perdu leur statut d'homme et de citoyen. Peut-être devrions-nous nous attarder sur ce point en France, puisque des gens osent protéger des criminels et des délinquants au nom de l'humanité. Or, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne devrait pas pouvoir s'appliquer à eux, puisqu'ils ne se plient pas au contrat social. Jujutsu Kaisen est un manga assez profond dans ses thématiques par ailleurs, bien qu'il soit un shonen et donc littéralement une œuvre pour jeunes garçons. Les fléaux qui naissent du ressentiment des hommes sont plus ou moins forts, selon à quel point le concept qu'ils représentent effraie les humains. Ainsi, les 5 fléaux les plus puissants, là où j'en suis, sont selon moi Sukuna, Maito et 3 autres dont je vous épargne les noms, mais représentant respectivement la forêt, les océans et la terre. Une manière de rappeler que malgré la modernité, l'homme est bien loin d'avoir dompté la nature. Sinon il n'en aurait pas peur. Mais le premier fléau à apporter un thème troublant est Maito. Fléau représentant la haine que les hommes ont envers leurs congénères, il tue des humains comme bon lui semble. Quand le protagoniste se retrouve face à lui, il lui demande s'il se souvient du nombre d'humains qu'il a tués. Évidemment que non, mais sa réponse est quelque peu troublante. Et c'est vrai, si les fléaux peuvent raisonner, en plus d'être une part de l'humanité, ne devrions-nous pas les traiter avec plus de considération? S'il est inhumain de massacrer des humains pour son plaisir ou pour sa justice, est-il plus humain de massacrer des créatures au nom de la justice et du bien? Cette œuvre nous fait même réfléchir quant à ce que peut être l'amour. Dans ce one-shot précédant le manga que tout le monde connaît, le protagoniste se retrouve hanté, en quelque sorte, par son ami d'enfance devenu un fléau par on ne sait quelle magie. Selon le personnage le plus fort du manga, cela serait dû au désir profond du jeune garçon de rester aux côtés de son ami toute sa vie quand il la vit mourir sous ses yeux, qui l'a transformé. Ayant de plus une affinité avec l'énergie occulte, forme de magie que tout le monde possède, mais que seuls certains peuvent manipuler, il maudit son ami à le suivre éternellement sous la forme de monstre. C'est alors que nous sommes en droit de nous demander qu'est-ce que l'amour. Et il est logique d'en arriver à la conclusion, en repensant même à nos expériences personnelles,
qu'il est le sentiment sans doute le plus tordu qui soit. Et pour finir avec ce manga, je vais vous parler d'égalité. Ouais, d'égalité. Parce que les pouvoirs dans ce manga ne sont pas dus à un entraînement acharné pendant des dizaines d'années. Ou du moins, l'entraînement ne sert qu'à, en grande partie, maîtriser celui-ci. La puissance du sort dépend quasi uniquement de la chance. Si Satoru est le plus fort, c'est en grande partie dû à la chance, parce que son sort est pété. Si Todo, malgré sa puissance physique exceptionnelle et son intelligence hors norme au combat, reste en toute objectivité un perso moyen, pas de hater petit con, c'est l'un de mes préférés, c'est parce que son sort consiste à simplement échanger de place deux choses en claquant des mains. Rien d'exceptionnel en soi. Et cela est encore une fois dû à la chance. Une allégorie montrant que l'égalité n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera sans doute jamais. Certains sont plus cons ou plus forts que d'autres, voilà tout. Ces égalités proviennent de la génétique, du sexe, du statut dans la société, mais aussi de la manière dont nous vivons, tout simplement. Mais rien ne sert de se lamenter. Pas un seul des personnages ne s'est mis à chialer et à réclamer des droits aux autres exorcistes au nom de l'égalité. Il a chié son sort? Bah pas grave, il fait avec. Et peut-être que comme Nanami ou Todo, il fera partie des meilleurs. Étant un grand fan de manga, vous l'aurez compris, je sais aussi à quel point certaines œuvres peuvent être médiocres, qu'importe leur popularité. Dragon Ball, l'un voire le manga le plus connu, ne vaudra pour moi jamais autant qu'un bon Summertime Render. Ne serait-ce que l'intrigue, les personnages ou la logique derrière le monde dans lequel on est jeté. Pourtant, vous qui ne lisez aucun manga, vous connaissez Dragon Ball, au moins de nom, j'en suis sûr. Mais vous qui lisez ou regardez des mangas, combien d'entre vous connaissez au moins de nom celui que j'ai cité? Très peu, sans doute. Pourtant, l'un est bien meilleur que l'autre, selon moi. Parce que, quand c'est juste des combats, de l'entraînement et du combat, il n'y a rien derrière. Alors oui, quand on est enfant, c'est bien. Dépasser encore et toujours ses limites, c'est stylé. Et les nostalgiques du Club Dorothée ont raison de défendre cette œuvre. Mais s'ils avaient une once d'honnêteté, ils assumeraient leur nostalgie. One Piece, bien que j'adore cet animé, est objectivement médiocre. Plus de 20 ans que c'est en parution, et on n'est même pas proche de la fin. Il y a des chapitres où il se passe rien. Les relations entre les personnages sont trop peu développées, romance mise de côté. Il faut attendre une centaine d'épisodes à partir du début pour que ça devienne intéressant. Et surtout, ça me casse profondément les couilles, ça par contre, le fanservice qu'il y a dans beaucoup trop d'animés et de mangas. C'est du même ordre que mon aversion pour Game of Thrones parce qu'il a du cul tout le temps. On le voit, c'est même pas juste un sous-entendu, et ça a vraiment pas l'air d'apporter quelque chose, si ce n'est, il était à l'époque. Bravo Triple Buse. Et aujourd'hui, sommes-nous une nation de puceaux? Sommes-nous une nation de poltrons? Quand ça n'apporte rien, ne mettez pas. Combler un trou qui n'a pas besoin de l'être, ça s'appelle une fellation. Sauf que ces problèmes de fanservice et combat pour justifier l'entraînement, il y en a des tas qui les ont. Des mangas médiocres où il ne se passe rien du début à la fin, ça ne manque pas. Des mangas médiocres, voire mauvais, il y en a au tractopelle. Je vais donc conclure en reprenant ma pièce sur les livres classiques, puis, si vous êtes encore là, de vous convaincre et non pas de vous persuader. Comme pour tout, les livres peuvent être médiocres, et le fait que leurs pages soient remplies de lettres au lieu de dessins ne les rend sûrement pas meilleurs ou plus nobles. Isayama est infiniment moins abrutissant à lire que Virginie Despentes. Par ailleurs, puisque la plupart des écrivains célèbres commencent à dater un petit peu, il y a un peu trop de liberté quant à leur retranscription en série ou film. Prenons le Tour du monde en 80 jours. La série dénature jusqu'au personnage de Phileas Fogg, qui ressemble plus à une âme peinée qu'à un bourge extravagant et méthodique. Et je me contenterai de ça, parce que sinon je vais faire tout le livre. Comme pour tout finalement. Il s'agit là de bien choisir et de bien utiliser. Un livre de Laurent Berton sera forcément plus intéressant qu'un de Bruno Le Maire, et des mangas seront bien mieux écrits et bien plus développés, alors qu'ils ne font que 9 tomes, qu'un autre qui en fait 100. Mais il est important de goûter, d'aiguiser son sens de la préférence. Tous les goûts ne se valent pas. C'est d'un relativisme absurde. Et si mon venin craché sur Dragon Ball ou le ministre de l'Éducation vous a irrité, vous pouvez toujours rendre visite à Dodo la Saumure, il aura sans doute une offre d'emploi pour vous. J'ai goûté, et aujourd'hui, je pourrais vous dire quel est le manga le plus merdique que j'ai lu ou vu, et pourquoi. De même pour les livres classiques. Et inversement, mais ça je l'ai partiellement fait juste avant. Ne pas aller dans un monde ou dans l'autre est une énorme connerie pour moi. Parce que ces deux choses font partie du même monde. Que vous le vouliez ou non, le monde du dessin et le monde des lettres, ils partagent un territoire en commun. Araki, les frères Uderzo et Platon
sont dans le même monde. Si même en ayant vu et compris Death Note, vous n'aimez pas, bah c'est juste vos goûts, c'est normal. Idem si vous n'aimez pas lire l'Odyssée d'Homère ou Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Rien de grave, tant que vous avez goûté. Ça ne m'empêchera pas de dire que vous avez le palais de Marilyn Manson, mais vous aurez au moins mes félicitations, parce que vous avez osé. Et c'est ça le plus important. Et concernant la littérature tout court, l'on me dira que c'est un budget. Mais ton McDo toutes les semaines et ton Amazon Prime, c'est pas un budget abyssal sac à foutre? Un étudiant comme moi ne sait déjà plus où foutre ses livres, et vous n'avez pas l'argent pour vous les procurer. Alors que tous les mois, vous payez Netflix comme de bons golems à votre meilleur ami que vous voulez pécho depuis 3 ans, mais qui se fait remonter les ovules par Julien et Abdel devant Sex Education. Te fous pas de ma gueule, espèce de candole. Et pour les livres classiques, ceux qui me sortiront l'excuse de la dyslexie ou autre, force, je suis pas avec vous. J'ai pas ce genre de problème, merci Dieu, mais je trouve ça dommage de se fermer une porte vers un monde aussi incroyable, juste à cause de la nature. J'ai été doté d'un physique de phasme, et bah, en faisant du sport, j'ai fini par avoir des jambes qui me faisaient garder l'équilibre, même quand j'allais au contact de Pierre, 95 kg en pleine course au basket. Et quand je flanche, bah c'est ma faute. Je vais pas chialer parce que je suis bâti comme la Tour Eiffel et l'autre comme Pierre Ménès. C'est bien beau d'avoir des problèmes dus à pas de chance pour le coup. La génétique, on la choisit pas, c'est vrai. Mais faut aussi savoir jusqu'où on peut aller dans l'excuse. Parce que si pour vous, dyslexique, c'est compliqué de lire, c'est que ça n'est pas impossible. Si vous êtes convaincu, faites alors un effort. Je vous le demande. Il sera à n'en pas douter bien plus colossal que le fils de pute d'à côté qui n'a juste pas envie de lire plus de 13 mots alignés. Mais au final, quand vous aurez lu Il aime Big Brother et que vous aurez fini 1984, vous aurez une érection incontrôlable qu'importe votre sexe. En outre, la lecture permet d'élargir son vocabulaire, améliorer sa grammaire, son sens du détail quant au choix des mots, sa capacité imaginative, et surtout, cela permet de mettre des mots sur des choses. Nous ne sommes pas tous des hommes de lettres, alors remettez-vous-en aux pros. J'espère avoir pu rendre curieux ceux détestant la lecture classique ou les mangas, et j'espère aussi avoir peut-être donné envie à d'autres de se jeter bras ballants dans un monde quasi infini de découvertes, plus ou moins plaisantes certes, mais de découvertes. Ainsi, refuser catégoriquement la littérature, quelle qu'elle soit, c'est se Robespierre tout seul. Tout ceci n'engage que moi, certes, et vous êtes en droit de ne pas m'écouter ou de me détester. Mais l'exploration est une chose qui quitte l'humanité peu à peu, et ça me désole. Même s'il n'y a plus rien à explorer sur Terre, il vous reste encore toute la Terre et ses merveilles à découvrir. Alors, vous vous demandez sans doute, mais pourquoi cette espèce de scarabée nous parle de manga et de romans? Eh bien, pour une bonne raison. Parce que je veux que d'autres jeunes comme moi puissent découvrir la littérature. De plus en plus de jeunes délaissent ce monde-là. Mais aussi qu'ils sachent l'utiliser. Ce sont avant tout des livres. Et je ne suis pas en train de vous dire que ça va changer vos vies à la première page lue. Je suis pas un coach en développement personnel. Je veux que d'autres apprennent comme moi à lire des textes et pas seulement un assemblage de mots. Qu'ils voient au-delà de ce qui est écrit. Parce que moi aussi, quand j'étais petit, les livres, ça me faisait chier. Et puis à l'adolescence, par curiosité, j'ai lu. Et c'était incroyable. Les livres, c'est pas juste des lettres ou des livres chiants qu'on vous file au collège-lycée. Et les mangas, c'est pas juste des dessins. C'est aussi une histoire qui transporte émotions et idées. Lire sans réfléchir, ce serait comme chier ce qu'on vient de bouffer à l'instant sans en absorber les nutriments. Les livres, quels qu'ils soient, doivent se considérer comme étant de la nourriture. Ils doivent s'avaler, se digérer et s'incorporer. Et les livres changent les gens, oui, mais petit à petit. Ils redressent la barre d'1 ou 2 degrés, pas plus, vraiment. Mais cet angle infiniment petit vous réserve un avenir différent d'avant votre lecture, et c'est cela l'important. Le monde des livres est accessible via une porte que l'on appelle la curiosité, et qui nous amène non seulement dans un nouveau monde, mais aussi un univers. Celui-ci nous faisant voyager de -30 à 2024 et plus encore, au travers de merveilles comme d'effroyables fientes, c'est vrai. Il y a un savoir et des milliers de philosophies à dévorer, toutes plus intéressantes les unes que les autres, même si ça chie à contre-courant, il faut absorber et non pas tuer son ennemi. Le monde des livres n'est pas aussi terne que Michel Onfray. Je vous jure qu'il est chatoyant et chaleureux. Ce que je veux en définitive, c'est rabibocher ceux qui boudent la lecture. Montrer aux uns que le manga n'est pas aussi vide et hideux qu'ils le pensent, et aux autres que les lettres ne sont pas aussi vieillottes et bourgeoises. La lecture est un mets de choix accessible à tous. Et quel qu'il soit, le texte sous vos yeux n'est pas vide, vieux, repoussant ou pour les riches. Mais il est sans doute d'une noblesse incomparable.